Cela s'est produit au milieu des années 2000, dans ma ville natale du Wisconsin. J'étais allé dîner chez ma sœur et je suis resté plus longtemps que prévu parce que mon beau-frère n'arrêtait pas de dire « Ça va, ce n'est pas si terrible », comme si le répéter allait changer la météo. Quand je suis finalement reparti, la neige s'était transformée en véritable blizzard. Pas une jolie neige, pas celle qu'on prend en photo. C'était ce genre de tempête blanche où les phares éclairent juste un mur de blanc en mouvement et où on a l'impression de conduire à l'intérieur d'une boule à neige qu'on vient de secouer. J'avais une tasse de café de voyage dans le porte-gobelet, déjà froide. Mon pare-brise n'arrêtait pas de s'embuer, quoi que je fasse. Le dégivrage était à fond, mais les bords restaient opaques, et chaque fois que j'essuyais avec ma manche, ça empirait. Les essuie-glaces peinaient, faisant ce bruit lent et lourd, comme s'ils étaient fatigués eux aussi. J'aurais dû rester, je le sais maintenant, mais je travaillais tôt le lendemain matin, et je n'avais pas envie de dormir sur leur canapé et de devoir déneiger ma voiture à 5 heures. Rentrer chez moi et gérer ça plus tard me semblait plus simple. Les routes étaient désertes, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. D'habitude, même sous la neige, on croise toujours quelques voitures. Cette nuit-là, j'avais l'impression d'être le seul idiot à rouler. La tempête rendait tout étrange. Les panneaux apparaissaient et disparaissaient. Les lignes réfléchissantes de la route étaient ensevelies, donc on devinait sur tous les voies à partir de vagues traces plus sombres laissées par les pneus passés. Le vent poussait parfois la voiture sur le côté. Je corrigeais, puis je corrigeais encore. C'était épuisant. Je me répétais sans cesse la même chose. Rester stable, ne pas freiner brusquement, ne pas rester coincé. Mon téléphone était un simple téléphone à clapet. Pas de GPS, pas de carte, et je n'appelais personne, même si j'en avais envie. Je ne voulais pas lâcher le volant. Je le tenais à 2 mains comme une personne âgée. À un moment, j'ai quitté la route principale en pensant qu'un itinéraire secondaire serait plus rapide. C'était ma 2e erreur. La route principale avait au moins des chasse-neige de temps en temps. Les routes secondaires n'étaient que du blanc, rien d'autre que de la neige et de l'obscurité. Des arbres ont commencé à border la route des 2 côtés, et le vent faisait tomber des rafales de neige des branches. À chaque fois, on aurait dit que quelque chose bougeait dans le coin du champ de vision. Je sursautais comme un idiot, les épaules tendues, les mains crispées sur le volant en avoir des crampes. Puis, j'ai vu des feux de détresse devant moi. Au début, ce n'était que 2 clignotements orange, ternes, à moitié cachés par la neige. J'ai ralenti immédiatement. Mon cerveau s'est dit « Ok, quelqu'un est coincé ou a fait un tête-à-queue. Dans une tempête comme ça arrive tout le temps. » En m'approchant, j'ai compris que la voiture n'était pas dans un fossé. Elle était à travers la route, pas garée sur le bas-côté, littéralement à travers, bloquant les 2 voies, comme si elle avait tourné sur elle-même et s'était arrêtée là. Les feux de détresse étaient allumés, mais quelque chose clochait. Je me suis arrêté à bonne distance, parce que je ne faisais pas confiance à la route. Mes pneus ont légèrement glissé quand j'ai freiné, et ça m'a noué l'estomac. J'ai mis la voiture au point mort et je suis resté assis un moment, regardant les feux clignoter à travers la neige soufflée par le vent. Ma première pensée fut « je ne peux pas passer ». La seconde « je ne devrais pas sortir ». Puis j'ai vu du mouvement près de la voiture à travers la route. Quelqu'un, côté conducteur, était accroupi, comme s'il vérifiait quelque chose. J'ai entrouvert la fenêtre. L'air glacial m'a frappé le visage comme des aiguilles. « Hé !» ai-je crié. « Ça va ?» Le vent emporta la moitié de ma voix. Je n'étais même pas sûr qu'elle ait porté. La personne s'est relevée et s'est tournée vers moi. Un homme, capuche sur la tête, les mains le long du corps. Il s'est mis à marcher vers ma voiture, lentement, sans botter, sans agiter les bras, juste marcher au milieu de la route comme s'il n'avait pas peur de glisser, comme s'il possédait ce bout de route. C'est là que les feux de détresse m'ont encore plus dérangé. Ils ne clignotaient pas de manière régulière. Un semblait décalé. Ça rendait la scène encore plus étrange, comme si la voiture n'était pas vraiment en panne, comme si tout était mis en scène. Je me suis dit que c'était idiot. Les lumières peuvent tomber en panne, le croix perturbe l'électronique, peu importe. Quand il est arrivé dans le faisceau de mes phares, j'ai mieux pu le voir. Milieu de la vingtaine peut-être, pas habillé pour ce temps-là. C'était le premier vrai signal d'alarme. Son manteau était fin, son jean avait l'air sec, et ses chaussures étaient propres. Des chaussures propres pendant un blizzard, c'est une chose étrange à remarquer, mais je l'ai remarqué. Mes bottes à moi étaient trempées juste pour être passées du perron de ma sœur à ma voiture plus tôt. J'avais marché une fois dans la neige et le bas de mon pantalon était mouillé. Lui avait l'air de ne pas avoir marché dans quoi que ce soit. Il s'est arrêté à ma fenêtre côté conducteur et s'est légèrement penché.
Salut, a-t-il dit. Son visage était pâle, avec cette rougeur gercée autour du nez, typique du froid. Mais sa respiration ne correspondait pas. Il ne haletait pas, ne tremblait pas. Il avait l'air parfaitement calme. « Ça va ?» ai-je demandé. Ma voix tremblait, ce qui m'agaçait, car j'essayais de paraître normal. « La voiture est coincée, a-t-il dit, en désignant celle à travers la route d'un coup de tête. Tu peux me donner un lift ?» C'était rapide. Il n'a pas demandé de l'aide pour pousser. Il n'a pas demandé si j'avais une chavelle. Il est directement passé à « donne-moi un lift », comme si c'était le plan depuis le début. « Jusqu'où ?» ai-je demandé. Il a jeté un coup d'œil derrière moi sur la route, comme s'il vérifiait quelque chose. Puis il m'a regardé et a dit « Juste un peu plus loin, il y a une maison. » « Quelle maison ?» Il n'a pas répondu. Il s'est juste davantage penché, comme s'il attendait que je déverrouille la porte. « Allez !» a-t-il dit. « Il fait un froid glacial. » Il faisait froid, c'était vrai, mais quelque chose chez lui ne collait pas. Si sa voiture avait dérapé, il aurait dû avoir l'air stressé, énervé, gêné, frosé, n'importe quoi. À la place, il avait l'air prêt. Tout allait beaucoup trop vite pour que ça paraisse normal. Ma main s'est posée sur le bouton de loquet sans même que j'y pense. Je n'ai pas ouvert la porte. « Je peux appeler quelqu'un pour vous ?» ai-je dit. « Pas de réseau » a-t-il répondu immédiatement. Encore un détail étrange. Il l'a dit trop vite, comme s'il l'avait répété à l'avance. Et puis, je n'avais même pas essayé d'appeler, mais je n'aimais pas qu'il décide des options à ma place. J'ai regardé par-dessus son épaule la voiture qui bloquait la route. « Vous êtes seul ici ?» ai-je demandé. Il m'a fixé une seconde. « Oui ?» a-t-il dit. « Juste moi. » Il n'a même pas regardé en arrière, comme si ce qui se passait derrière lui n'avait aucune importance. « Juste moi », a-t-il répété. Puis il a souri. Ce n'était pas un sourire amical, c'était comme s'il attendait de voir si ça allait marcher. J'ai essayé de regarder à l'intérieur de la voiture en travers, à travers la neige. Le pare-brise était givré, mais l'intérieur semblait sombre. Puis j'ai remarqué autre chose qui m'a retourné l'estomac. Le moteur de la voiture tournait encore. On voyait clairement les gaz d'échappement. Si quelqu'un était coincé en attendant de l'aide, laisser le moteur allumé avait du sens. Mais la voiture était garée en travers de la route, comme un barrage. Si on voulait de l'aide, pourquoi bloquer toute la route? Pourquoi ne pas se mettre sur le bas-côté? Je n'ai rien dit à voix haute. Je suis restée assise, essayant de réfléchir sans le mettre en colère. « Je ne peux pas vous emmener », ai-je dit. Il n'a pas changé d'expression tout de suite. Il m'a juste regardé. « Si, tu peux », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Le chauffage soufflait sur mes pieds et pourtant j'avais froid. « Je ne suis pas à l'aise », ai-je dit. Ça sonnait idiot, comme si je refusais une invitation à danser. Il a levé les mains, paumes ouvertes, feignant le calme. « Ne fais pas ça », a-t-il dit. « J'ai juste besoin d'un lift. » J'ai secoué la tête. Il s'est approché encore plus près de la vitre et j'ai senti l'odeur de cigarette. « Ouvre la porte », a-t-il dit. « Non. » Il a regardé à l'intérieur de ma voiture comme s'il vérifiait si quelqu'un était sur le siège passager. Puis, son visage s'est fermé. Il s'est retourné et a commencé à marcher vers la voiture en travers. Pendant une fraction de seconde, je me suis senti stupide, comme si je venais de refuser d'aider quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Puis, il a levé le bras et fait un petit geste de la main, comme un signal. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette est sortie de la neige, côté passager de la voiture bloquante. Je n'avais vu personne auparavant, la tempête réduisant la visibilité à presque rien. Une deuxième personne s'est mise à marcher vers moi. Cette sensation de désespoir m'a frappé d'un coup, celle où le corps agit avant le cerveau. J'ai passé la marche arrière, les pneus ont patiné. La voiture n'a pas bougé tout de suite. J'ai eu l'impression que mon estomac chutait, comme on rate une marche dans un escalier. J'ai appuyé sur l'accélérateur trop fort. La voiture a reculé d'un coup, glissant légèrement de côté. L'arrière a chassé, j'ai cru que j'allais faire un tête-à-queue. J'ai continué à reculer quand même, les yeux grands ouverts, voyant presque rien. La neige frappait le pare-brise comme du sable. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à suivre. J'ai jeté un regard devant moi et vu le premier homme se retourner. Il m'a vu reculer et tout son calme a disparu. Il s'est mis à courir vers ma voiture. Là, j'ai su que ce n'était pas de l'aide. J'ai reculé encore plus vite. La route derrière moi n'était que blanc. Je devinais à peine. Je sentais la voiture glisser et se corriger.
Mes mains tremblaient tellement que je peinais à garder le volant droit. J'ai entendu quelque chose frapper ma voiture, un choc sourd sur le côté. Le deuxième homme était plus près. Je ne sais pas quand il s'était déplacé. Je ne l'avais pas vu jusqu'à ce qu'il entre dans mon champ de vision. Il était plus grand, habillé plus sombrement. Lui aussi marchait sans crainte de glisser. Un feu de recul éclairait la neige derrière moi. Je ne voyais que du blanc et 2 faibles traces de pneus. J'ai reculé jusqu'à sentir les roues tomber dans le fossé peu profond au bord de la route. La voiture a penché. Pendant un instant, j'ai cru être coincé. Puis, par miracle, les pneus ont accroché et la voiture a remonté juste assez pour que je puisse me redresser. J'ai passé la marche avant. Les pneus ont encore patiné, la voiture a avancé, mais en glissant de côté, comme si elle ne savait pas quoi faire. J'ai braqué et je suis parti dans l'autre direction. Pas vite parce que la route ne le permettait pas, mais plus vite que je ne l'aurais dû dans un blizzard. Je n'ai pas regardé en arrière pendant un moment. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai roulé jusqu'à ce que la voiture disparaisse derrière moi et que les feux de détresse s'engloutissent la neige. J'ai continué jusqu'à voir des lumières. Pas vraiment une ville, juste quelques lampadaires et l'enseigne lumineuse d'une station-service brillant travers la neige comme un mirage. Je suis resté garé et je suis resté là, tremblante, les mains toujours crispées sur le volant. J'ai essayé d'appeler ma sœur, pas de réseau. J'ai réessayé, toujours rien. Je suis entré dans la station-service. Je devais avoir l'air folle. Le type derrière le comptoir m'a demandé si ça allait. J'ai dit « Quelqu'un a essayé de m'arrêter sur la route ». C'est tout ce que j'ai réussi à dire sans avoir l'impression d'inventer une histoire. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ce genre d'histoire, ce qui ne m'a pas rassuré. Je suis resté là jusqu'à ce que la tempête se calme suffisamment pour qu'un chasse-neige passe et que la circulation reprenne. Je ne suis pas retourné par cette route. J'ai pris n'importe quelle route principale que je pouvais trouver, ajoutant presque 1 heure à mon trajet. Je suis rentré chez moi vers 3 heures du matin. J'ai presque pas dormi. Le lendemain, je repensais sans cesse aux chaussures propres. C'est ça qui me reste dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste ce détail que mon brin a retenu. Si je ne l'avais pas remarqué, j'aurais peut-être ouvert la porte. J'aurais peut-être laissé entrer pour se réchauffer ou appeler quelqu'un. J'aurais peut-être fini coincé, kidnappé ou morte. Je n'ai jamais su qui ils étaient ni ce qu'ils voulaient. Je n'ai même pas cherché dans les infos parce que je ne voulais pas lire quelque chose et me convaincre que c'était lié à ce que j'avais vécu. Cela s'est produit il y a quelques hivers, pendant une tempête de neige qui s'est révélée bien pire que ce que tout le monde avait prévu. J'avais une 20aine d'années à l'époque et je vivais seul dans une petite maison perdue au milieu de nulle part en Pennsylvanie. Ma femme était en déplacement professionnel et j'avais prévu de rester tranquillement chez moi, de déneiger le matin et de gérer ça à ce moment-là. La neige a commencé à tomber en milieu d'après-midi. En début de soirée, elle tombait sans interruption, de gros flocons épais qui accrochaient immédiatement au sol. Je me souviens être sorti une fois vers 6 heures pour dégager le porche et les premiers mètres de l'allée, en me disant que je prendrais de l'avance. Ce fut la dernière fois que je suis sorti ce soir-là. Vers 9 heures, la route devant chez moi était complètement recouverte. Aucun chasse-neige ne passait. Je n'ai vu aucune voiture circuler. Le vent s'est levé et la neige s'est mise à tomber de biais, s'accumulant contre la clôture et le côté de la maison. À l'intérieur, tout était calme. La télévision était allumée à faible volume, surtout comme bruit de fond. La soirée ressemblait presque à une nuit normale, mais j'étais conscient que si quelque chose tournait mal, je n'irais nulle part. Vers 10 heures, je me suis levé pour m'étirer et c'est là que j'ai remarqué quelque chose par la fenêtre de devant qui m'a figé. Il y avait des empreintes de pas sur l'allée. Elles n'étaient pas les miennes étaient plus larges et désordonnées à cause du déneigement plutôt. Celles-ci étaient étroites et bien droites, venant de la rue jusqu'à mon porche. La neige commençait déjà à les recouvrir, mais elles étaient encore suffisamment visibles pour être suivies. Je suis resté là plus longtemps que je ne l'aurais dû, essayant de trouver une explication logique. Peut-être que quelqu'un était passé plus tôt avant que la tempête ne s'aggrave. Peut-être qu'il avait coupé à travers mon jardin. Rien de tout ça ne collait vraiment, mais je ne suis pas passé immédiatement à la panique non plus. J'ai verrouillé la porte d'entrée. Elle l'était déjà, mais j'ai vérifié quand même. Puis j'ai vérifié la porte arrière. Pareil, je suis retourné dans le salon et je me suis assis, en me disant que je me faisais des idées. Environ 15 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Je me suis figé.
La télévision était toujours allumée et je me souviens avoir attrapé la télécommande et coupé le son sans même regarder l'écran. Un autre coup a suivi, un peu plus fort cette fois. Je n'ai pas bougé, je suis resté assis à fixer la porte, à écouter le vent dehors et le léger sifflement de la neige frappant les fenêtres. Puis, une voix a traversé la porte. « Amazon !» C'est tout. Pas de bonjour, juste ce mot. Ma première pensée a été que ça n'avait aucun sens. Il était tard, les routes étaient impraticables et je n'attendais rien. Mais je savais aussi que les livreurs Amazon travaillaient parfois tard, surtout pendant les fêtes. Je me suis levé, mais je ne suis pas allé jusqu'à la porte. Je suis resté en retrait, près du couloir. « Je n'ai rien commandé », ai dis-je. Il y a eu une pause assez longue pour que je pense qu'il était peut-être déjà parti. Puis, « J'ai un colis pour cette adresse. J'ai besoin d'une signature avant de partir. » Je lui ai demandé pour qui était le colis. Nouvelle pause gênante. « Amazon », a-t-il répondu. Encore une fois, comme si ça répondait à tout. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point il faisait silencieux dehors. Le vent s'était calmé un instant et la neige tombait droit vers le sol. Il y avait tellement de silence que j'entendais mes propres oreilles siffler. « On est d'accord, on n'a rien commandé et je n'ouvre pas la porte », ai dis-je. C'est là que tout a basculé. Il a frappé la porte de toutes ses forces. Le cadre entier a tremblé. « Ouvre la porte !» a-t-il hurlé. Je reculais instinctivement. Mon cœur battait à tout rompre, comme si je venais de recevoir une injection pure d'adrénaline. « Je n'ouvrirai pas !» ai-je crié en retour. Il y a eu quelques secondes de silence, puis il s'est mis à hurler. Pas crier, hurler vraiment. Des cris bruts, violents, en colère, qui ne semblaient pas réfléchis. Il proférait des menaces confuses, passant des insultes aux promesses de défoncer la porte et de me traîner dehors. Il répétait sans cesse qu'il savait que j'étais à l'intérieur, qu'il m'entendait encore bouger. Je reculais dans le couloir, mon téléphone dans les mains, sans vraiment savoir quoi dire ou quoi faire. Je me souviens avoir pensé que même si quelqu'un, quelques maisons plus loin, entendait quelque chose, la tempête couvrirait sûrement le bruit. Il s'est remis à frapper la porte, encore plus fort. J'entendais un bruit de raclement, comme s'il donnait des coups de pied en bas de la porte ou traînait quelque chose contre elle. J'ai pensé au fait que ma porte d'entrée était vieille. J'ai crié que j'appelais la police. C'est à ce moment-là qu'il a complètement perdu le contrôle. Il hurlait encore plus fort, la voix cassée, proférant des menaces que je ne répéterai pas. Il semblait tout près de la porte, comme si son visage était collé contre elle. Je pouvais presque entendre sa respiration entre les mots. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Je suis resté là longtemps immobile, à écouter la maison et la tempête, les oreilles encore bourdonnant. Finalement, j'ai trouvé le courage de regarder par la fenêtre à côté de la porte. Le porche était vide. La neige avait déjà commencé à s'accumuler à l'endroit où il devait se tenir. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. J'ai laissé toutes les lumières allumées et je suis resté dans le salon. À chaque rafale de vent contre la maison, j'avais l'impression qu'il était revenu. Le lendemain, la tempête avait tout enseveli. Les empreintes avaient disparu. Le porche était couvert. Il n'y avait aucune marque sur la porte, aucune bombe, rien que je puisse montrer en disant « ça, c'est produit ». Mais je sais que c'est arrivé. Parce que depuis ce jour, les rares fois où quelqu'un frappe à ma porte, surtout tard le soir, je ne me lève même pas du sofa et je ne fais aucun bruit. Je reste assis et j'attends simplement qu'il s'en aille. Cela s'est produit quelques nuits après Noël, il y a 2 ans, pendant une tempête de neige. J'avais 18 ans, j'étais encore au lycée et j'ai travaillé le soir dans un GameStop situé dans un centre commercial en périphérie, dans le Midwest. C'était mon premier emploi dans la vente, et comme c'était la période des fêtes, les horaires étaient plus tardifs que d'habitude. Cette soirée-là devait être tranquille. Le temps était si mauvais que nous n'avions presque pas eu de clients. La neige avait commencé à tomber dans l'après-midi et n'avait jamais cessé. À la tombée de la nuit, le parking était déjà entièrement recouvert et la plupart des magasins autour de nous avaient fermé ou n'avaient quasiment plus de clients. Normalement, nous fermions à 2, mais mon collègue est parti vers 21h30. Il se faisait toujours raccompagner car il ne conduisait pas encore. La direction était très stricte là-dessus, surtout par mauvais temps. Il m'a demandé si ça irait pour la dernière demi-heure. J'ai dit oui, parce que je ne voulais pas donner l'impression de ne pas être capable de gérer seul. Nous fermions à 22h. À 21h40, tout était déjà mort.
J'ai verrouillé l'une des 2 portes d'entrée comme le protocole l'exigeait et laissé l'autre ouverte jusqu'à la fermeture. J'ai commencé à remettre les étagères en ordre et à compter les caisses en faisant tout lentement pour tuer le temps. Je me souviens avoir regardé mon téléphone et vu des messages d'amis se plaignant d'être coincés par la neige. Ça m'agaçait plus qu'autre chose. Je voulais juste partir et rentrer chez moi. Vers 21h55, la porte s'est ouverte. La clochette a retenti, forte et stridente dans le silence du magasin. Un homme est entré. Il avait l'air d'avoir un peu plus de 20 ans, mais c'était difficile à dire car il ne prenait clairement pas soin de lui. Ses cheveux étaient gras, dépassant d'une capuche. Sa veste était sale, comme si elle n'avait pas été lavée depuis très longtemps, voire jamais, et elle était ouverte malgré le froid glacial dehors. Ses jeans étaient rigides et tachés, ses chaussures complètement trempées. Il sentait mauvais, pas simplement quelqu'un qui avait besoin d'une douche, c'était pire. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il est resté immobile un instant, fixant le sol, respirant par la bouche. Je lui ai dit « Juste pour vous prévenir, on ferme dans quelques minutes ». J'ai essayé de garder une voix normale, presque aimable, comme on nous l'avait appris. Il a levé la tête lentement et m'a regardé d'une façon qui m'a donné la chair de poule. Son regard était vide, comme s'il regardait à travers moi. « Ça va », a-t-il répondu. Il a commencé à faire le tour du magasin, touchant les objets sans vraiment les regarder, prenant des boîtiers de jeux pour les reposer au mauvais endroit, faisant glisser ses doigts le long des boîtes de Funko Pop comme s'il les comptait. Je suis resté derrière le comptoir, continuant à compter l'argent, faisant semblant que tout était normal. On croise des gens bizarres dans la vente, c'est comme ça. Je me répétais de ne pas paniquer. Il s'est arrêté devant le rayon des jeux d'occasion et m'a demandé quel âge j'avais. La question m'a immédiatement mise mal à l'aise, mais j'ai répondu « 18 ans ». Il a hoché la tête lentement, comme s'il enregistrait l'information. « Tu vas à l'école dans le coin ?» « Non », j'ai répondu. C'était un mensonge, mais je n'y ai pas même réfléchi, c'est sorti tout seul. Il a esquissé un petit sourire forcé. Je lui ai répété que nous fermions et lui demandais s'il cherchait quelque chose, espérant qu'il prendrait un article et partirait. À la place, il s'est approché du comptoir, beaucoup trop près. « J'ai besoin que tu viennes avec moi », a-t-il dit. J'ai ri nerveusement parce que parfois rire rend les choses moins gênantes. « Je ne peux pas, je travaille. » Il s'est penché légèrement en avant et a baissé la voix. « Je ne te demandais pas. » Puis il a glissé la main dans sa veste. Mon cerveau a essayé de rationaliser, un portefeuille, un téléphone, n'importe quoi sauf ce que c'était. Mais il a sorti une arme à feu. Il ne me l'a pas pointée tout de suite, il la tenait basse, près de son ventre, inclinée pour que je la voie clairement. « Si tu ne viens pas avec moi, je vais devoir te faire quelque chose de très mal, et je n'ai pas envie de faire ça, d'accord? Alors écoute-moi. » Tout mon corps s'est glacé. Je ne sentais plus mes mains. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Il a levé l'arme légèrement, juste assez pour que je comprenne. « Ne crie pas, ne fais rien de stupide. » Je me souviens avoir pensé à mes parents, à quel point ils seraient furieux s'ils savaient que je fermais seul, à quel point c'était idiot d'avoir accepté, et au fait que la neige signifiait qu'il n'y avait personne autour. Puis la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. La clochette a sonné, et un homme plus âgé est entré. Un grand gaillard portant un épais manteau de chasse camouflage, les cheveux gris plaqués en arrière et une énorme barbe. Ses lunettes étaient embuées par le froid. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air concentré, comme s'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. L'homme armé s'est figé. Le plus âgé l'a regardé une seconde et a dit fermement « Pose ça ». Le plus jeune s'est immédiatement mis à hurler, à jurer, les mains tremblantes, agitant l'arme comme s'il ne savait plus quoi en faire. « Recule », a-t-il crié, « ça ne te regarde pas ». Le plus âgé n'a pas élevé la voix. « Garçon », a-t-il dit, « ne m'oblige pas à faire ça ». C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il avait une arme lui aussi. Il ne l'avait pas complètement sortie, mais je pouvais la voir à sa hanche. Sa main était parfaitement stable. Toute l'assurance du plus jeune s'est écroulée. Il s'est mis à pleurer, vraiment pleurer, disant qu'il ne voulait pas faire ça, qu'il avait juste besoin d'aide, qu'il n'allait faire de mal à personne. Le plus âgé lui parlait comme à un enfant, lui disant de respirer, de poser l'arme au sol. Après ce qui m'a paru être une éternité, le jeune homme l'a lentement posé le pistolet au sol. L'autre l'a repoussé du pied et s'est tourné vers moi. « Va à l'arrière,
Appelle le 911, maintenant. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois avant de réussir à composer le numéro. La police est arrivée environ 20 minutes plus tard. Ils ont amené l'homme menotté. Il ne s'est pas débattu. Il avait l'air petit. Tout s'est calmé. L'autre homme est resté jusqu'à l'arrivée de mes parents. Il a expliqué à la police qu'il avait remarqué l'individu plus tôt, quand il était venu chercher son petit-fils au GameStop d'à côté, mon collègue. Il avait vu l'homme dehors, debout dans la neige, observant les allées et venues des clients. Quelque chose chez lui avait semblé anormal, alors il était resté dans les parages. Quand il a entendu crier, il est intervenu. J'ai quitté ce travail dès le lendemain et appelé mon patron. Il était triste, mais il a compris. Je pense encore souvent à la façon dont tout aurait pu basculer. S'il n'avait pas écouté son instinct, je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Cela s'est produit le Black Friday de 2008. À l'époque, j'avais terminé mes études depuis quelques années et je travaillais dans mon premier vrai emploi. J'avais enfin un peu d'argent sur mon compte en banque et j'étais très enthousiaste à l'idée de faire les soldes du Black Friday. En particulier, je voulais aller chez Best Buy, qui était à l'époque le meilleur endroit pour acheter de l'électronique. Ils proposaient des promotions énormes. Pratiquement tout était en solde avec de grosses réductions. J'avais déjà fait du shopping lors des Black Friday précédents et j'avais toujours aimé ça. Mais cette année-là, je prenais les choses beaucoup plus au sérieux. La plupart de mes appareils électroniques étaient très anciens. Je les avais depuis l'université, voire même depuis le lycée. Certains dataient carrément des années 90. Je comptais donc acheter beaucoup de choses. Une télévision, un nouvel ordinateur portable, peut-être un iPod, qui était encore assez récent à l'époque. Mon meilleur ami Riley, que je connaissais depuis l'enfance, était un peu dans la même situation que moi. Riley venait aussi d'emménager dans un nouvel appartement, alors nous avons décidé d'aller faire les magasins ensemble. Nous avons prévu de camper devant le Best Buy pour essayer d'être parmi les premiers à entrer lors de l'ouverture. Les années précédentes, j'avais vu des gens faire ça et je les avais toujours trouvés un peu fous. Mais cette fois, ça me semblait presque amusant. Le soir de Thanksgiving, j'ai retrouvé Riley et nous sommes allés au Best Buy. Le magasin devait ouvrir à 5 heures du matin, donc la nuit ne serait pas trop longue. Mais il faisait assez froid, fin novembre oblige. Nous nous sommes bien couverts et j'avais apporté une tente ainsi que des sacs de couchage. Quand nous sommes arrivés devant le Best Buy, il y avait déjà quelques personnes. J'ai vu plusieurs tentes, des gens assis sur des chaises qu'ils avaient apportées et même un type qui avait amené une télé avec un générateur portable, autour de laquelle plusieurs personnes regardaient quelque chose. Riley et moi devions être environ les 30e à arriver et d'autres personnes continuaient d'arriver après nous. Nous avons pris place dans la file. Il devait être environ 19 heures, ce qui nous laissait encore une dizaine d'heures à attendre. Rapidement, la file s'est allongée derrière nous. Il y avait des barrières sur le trottoir devant le magasin, ce qui rendait la file plutôt bien organisée. Pendant les premières heures, Riley et moi avons discuté entre nous et avec les personnes autour. Nous avons fait un peu connaissance et parlé de ce que nous espérions acheter. La plupart des gens avaient l'air plutôt sympathiques. Vers 22 heures, nous commencions à avoir froid et à être fatigués. Nous avons décidé d'essayer de dormir, alors nous sommes entrés dans la tente et dans nos sacs de couchage. D'autres personnes autour ont fait la même chose et l'ambiance est devenue assez calme. À ma grande surprise, je me suis rendormi assez rapidement. J'avais peur de ne pas réussir à dormir du tout. Mais à un moment dans la nuit, je me suis réveillé. Au début, j'étais un peu désorienté. Puis, je me suis rappelé où j'étais et pourquoi je dormais dans une tente. C'est alors que j'ai entendu le bruit de la fermeture éclair de la tente qu'on ouvrait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai regardé à côté de moi, Riley était toujours dans la tente et dormait. Puis, j'ai vu la toile devant moi commencer à s'ouvrir. Un type vraiment étrange a passé la tête à l'intérieur. Il me regardait droit dans les yeux, avait une barbe sale et des cheveux en bataille. Ça m'a complètement terrifié. Il s'est arrêté là et m'a simplement fixé. Au bout de quelques secondes, j'ai réussi à parler et je lui ai demandé qui il était. Il n'a rien répondu et a continué à me regarder. C'était extrêmement bizarre. Je me suis redressé et le type a refermé la tente brusquement avant de s'éloigner. J'étais soulagé qu'il soit parti. J'ai ouvert la tente et regardé autour de moi. Je ne le voyais nulle part, il devait avoir passé son chemin. J'ai refermé la tente et essayé de me rendormir. Il était environ 2 heures du matin.
Nous avions réglé nos alarmes à 4 heures, soit 1 heure avant l'ouverture du magasin. Je me suis dit que ce type essayait peut-être de passer devant tout le monde dans la file, car nous avions vu les gens autour de nous et il n'en faisait pas partie. Je n'avais aucune idée d'où il venait. J'ai finalement réussi à me rendormir et je me suis réveillé à 4 heures avec l'alarme. Riley et moi nous sommes levés, rangé la tente et attendu la dernière heure. En sortant de la tente, c'était fou de voir à quel point il y avait désormais beaucoup plus de monde. Pendant cette dernière heure, de nombreuses voitures sont arrivées sur le parking et la file est devenue encore plus longue. Il y avait maintenant une croude énorme au dehors. J'ai raconté à Riley ce qui s'était passé dans la tente. Nous en avons ri, même si sur le moment ça m'avait vraiment fait peur et que ça me mettait encore mal à l'aise en y repensant. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas revu le type. Je savais pourtant que je reconnaîtrais son visage sans problème. Il était gravé dans ma tête, tellement il m'avait paru inquiétant. Finalement, le magasin a ouvert. Tout le monde est entré rapidement, mais étonnamment, ça restait assez calme et civilisé. Je n'ai pas vu de bousculade ou de chaos. Riley et moi sommes allés directement chercher ce que nous voulions. Dès vite, le magasin est devenu bondé. Entre les employés, la sécurité et surtout les clients, il y avait du monde partout. Environ 20 minutes dans le magasin, je l'ai vu. Le même type que dans la tente. Il était assez loin, mais j'étais sûr que c'était lui. Je l'ai montré à Riley et nous avons reparlé de ce qui s'était passé. L'homme se trouvait près de l'entrée du magasin et ne semblait pas vraiment regarder les produits. Il restait là, debout, à observer autour de lui. Puis, il a levé les yeux et nos regards se sont croisés. J'ai immédiatement détourné le regard et Riley et moi avons changé d'allée. Nous avons continué nos achats et nous avons finalement trouvé presque tout ce que nous voulions et même plus. Nous sommes ensuite allés à la caisse. Pendant que nous faisions la queue, j'ai cherché l'homme du regard, mais je ne l'ai pas revu. J'étais soulagé. Il était peut-être encore là, vu la foule, mais comme je ne le voyais plus, je n'y ai plus vraiment pensé. Après avoir payé, nous sommes partis et sommes allés chez Target, puis Walmart, juste pour le plaisir. Les deux magasins étaient bondés. Je ne me souviens même plus si nous avions acheté quelque chose. Je me rappelle seulement que nous y sommes allés. Ensuite, nous sommes passés par un centre commercial local avant de rentrer. J'ai déposé Riley, puis je suis rentré chez moi. J'étais épuisé après avoir dormi seulement quelques heures dans une tente, alors j'ai fait une bonne sieste. Plus tard, je me suis levé et j'ai commencé à installer mes nouveaux appareils électroniques. Ce soir-là, j'étais tranquillement dans mon appartement à regarder ma nouvelle télévision et à configurer mon nouvel ordinateur. C'était vendredi, je ne travaillais pas le lendemain, et comme j'avais fait une sieste, je me suis couché tard. Un peu après minuit, j'ai noté quelque chose du coin de l'œil en regardant vers la fenêtre. Mon appartement était au 2e étage et donnait sur le parking. À cette heure-là, c'était normalement très calme. Pourtant, j'ai vu quelqu'un marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a attiré mon attention. J'ai regardé de plus près et je l'ai vu à nouveau. Le même homme, celui de la tente, celui de Best Buy. Il se tenait dans le parking en bas et me fixait, levant les yeux vers mon appartement. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis levé immédiatement et j'ai fermé toutes les fenêtres et couvert toutes les fenêtres. J'étais tellement terrifié que je n'osais plus regarder dehors. Je vivais dans cet appartement depuis plusieurs années et je n'avais jamais vu cet homme par avant. Je ne pensais pas qu'il habitait là. Au bout d'un moment, j'ai quand même regardé à nouveau. Il avait disparu. Il n'était plus là. J'avais peur qu'il ait entré dans l'immeuble. Mes portes étaient loquées et heureusement, rien d'autre ne s'est produit. Je ne l'ai jamais revu après ça. Je ne sais toujours pas comment ni pourquoi il est venu jusqu'à mon appartement. C'était complètement fou. Je n'oublierai jamais le regard de cet homme.